et bienvenue sur Date un Doc, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la médecine. Je suis le docteur Océane Sultan et aujourd'hui je reçois le docteur Arnaud Saget, qui est chirurgien digestif à la clinique Ambroise Paré et qui est attaché à l'hôpital européen Georges Pompidou. Salut Arnaud, ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Eh ben, c'est avec plaisir. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler du cancer du rectum. Et c'est toi-même qui as décidé du titre de ce podcast. C'est vrai. Ouais, comme ça au moins c'est clair. Je me suis dit, ça va être simple. Ça va être, c'est quoi ? Traiter moins mais traiter mieux, ou bien la désescalade thérapeutique. Ouais, ça peut être deux titres en ce moment un peu à la mode, parce que le cancer du rectum, tout a été bouleversé il y a 4-5 ans et ça n'arrête pas de changer. Et du coup, on est aujourd'hui sur une façon de mieux traiter le cancer, mais en essayant d'être le moins invasif possible. Et Okay. voilà, donc on parle beaucoup de désescalade, et voilà, ou de traiter moins, mais mieux traiter le patient. Ok, ce qui est cool, c'est qu'on est un petit peu dans l'innovation et pas dans l'innovation qu'on a tendance à entendre sur un truc, une nouvelle thérapeutique qui arrive, mais plutôt sur... Là, on essaie de retirer des choses plutôt que d'en ajouter. Donc c'est plutôt exactement marrant. Ça. Avant de commencer à parler du traitement, puisque ça va être le cœur du sujet, pourquoi, en fait, et quelle est la différence entre le cancer rectal et le cancer colorectal ? Pourquoi on ne fait pas le cancer colorectal aujourd'hui ? Alors, c'est une très très bonne question, tout simplement pour des considérations anatomiques. C'est-à-dire que le cancer du côlon, il faut imaginer, enfin c'est ce que je dis à mes patients, que tout ce qu'il y a dans le ventre est dans un ballon, qu'on appelle le péritoine. Et le côlon est dans ce ballon. Et le rectum, il est juste en dessous du ballon, en fait. Il ne communique pas avec le reste du ventre, et ça en fait un organe complètement à part. Ça en fait un organe à part parce qu'on va pouvoir du coup faire des irradiations. On n'a pas le droit d'irradier le côlon parce qu'il est dans le ballon et qu'on peut blesser d'autres organes à côté. Lui, on va pouvoir l'irradier parce qu'il est en dessous. Et c'est un organe qui est assez complexe dans la chirurgie parce qu'il est coincé entre plein de choses. Il y a des nerfs qu'il ne faut pas toucher, il y a des vaisseaux qu'il ne faut pas blesser, il y a la prostate en avant, il y a le vagin, il y a plein de choses il va falloir dans la chirurgie vraiment essayer d'aller le décoincer de cette zone-là. Et donc, pendant très longtemps, c'était un cancer quand même avec un pronostic assez redoutable. Ouais. Je parle des années 70-80, parce qu'il y avait un taux de ce qu'on appelle le récidive local. C'est-à-dire que les chirurgiens retiraient la maladie, mais elle repoussaient dans le pelvis, avec, pour le coup, chez les patients, malheureusement, des douleurs terribles, etc. Et donc, ça en fait vraiment un organe à part du côlon. Voilà. Donc ça peut être le même type de cellules qu'on retrouve, mais le fait Exactement. que ça soit un plus bas, en gros, un différent endroit, ça le change complètement notre prise en charge. Oui, exactement. Et c'est exactement les mêmes cellules. Okay. Mais le pronostic va être transformé par rapport au cancer du côlon parce que sa localisation nous expose à d'autres choses. Et donc, dans le risque de récidive locale qu'il n'y a pas forcément dans le côlon, mais en tout cas vraiment de manière très très faible. C'était un des grands sujets. Et l'autre chose, c'est que retirer le rectum entraîne des séquelles qui vont être fonctionnelles. On va aller plus aux toilettes, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des incontinences, plein de choses qui peuvent vraiment polluer la vie. On peut avoir des séquelles dans la vie sexuelle aussi. Et donc, on va avoir tendance justement à essayer d'être le plus préservateur. Alors que le côlon, sans être... Voilà, le côlon, on peut en retirer, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on peut en retirer même beaucoup, et on est loin de tout ce qui est la fonction urinaire, la fonction sexuelle, etc. Okay. Vraiment, on veut garder. Comme tu me dis que c'est les mêmes cellules, est-ce que finalement c'est les mêmes facteurs de risque ? Ouais, on est exposé relativement aux mêmes facteurs de risque que dans le cancer du côlon. Et en termes de... Quelles sont les personnes les plus à risque finalement âge, sexe, tout ça, tout confondu. Alors, il faut savoir que c'est un cancer extrêmement fréquent. Je parle là pour le coup, dans l'épidémiologie, on parle du cancer colorectal. Parce que c'est les mêmes cellules, c'est les mêmes facteurs de risque de l'avoir, etc. C'est juste toi et ton pas de chance d'avoir que ce soit un peu côlon, plus bas, un peu plus haut, exactement. Je sais pas. Et en argument de fréquence, il y a beaucoup plus de cancer du côlon que de cancer du rectum. Donc le côlon reste quand même la première cause. Le rectum, c'est vraiment un sous-groupe. Après, dans les facteurs de risque, c'est globalement les mêmes. Ok. Qui sont représentés par l'âge, les antécédents familiaux, bien évidemment le tabac, la viande rouge, des facteurs ce qu'on appelle exogènes et les facteurs endogènes constitutionnels, c'est-à-dire le fait d'avoir un parent qui a eu un cancer du côlon, c'est un gros facteur de risque. Le fait de manger des viandes rouges ou de manger, on va dire, à la française ou à l'européenne, c'est un autre facteur de risque. Il y a beaucoup moins de cancer du côlon au Japon, par exemple. Et ils ne font pas du tout le même dépistage que nous. Pourquoi ils mangent plus de poissons et moins de viande rouge ? Eux, ils font des cancers de l'estomac et nous, on fait des cancers du côlon. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a aussi choisir, un facteur génétique, mais il y a un facteur clairement aussi alimentaire. Bah,
bien sûr, je crois que c'était au Japon où tu as, tu sais, un petit village où ils vivent super vieux, un truc comme ça. Ils avaient étudié justement quelles sont les différences. Et je crois qu'ils mangent énormément d'oméga 3 avec Exactement, les poissons. avec le poisson, ouais. Le poisson cru. Et donc finalement, est-ce que comme le cancer du côlon, le cancer rectal, on retrouve des personnes de plus en plus jeunes, parce que là, ces dernières années, on a finalement une recrudescence, une augmentation des cancers du côlon rectal chez les jeunes. C'est la même chose pour le rectum. Exactement. Je pense que c'est une tendance un peu, alors je sais pas si c'est pour tous les cancers, en tout cas dans le cancer du côlon, c'est sûr et certain, de plus en plus jeunes. Et dans le cancer du rectum aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça suit exactement la même route, avec toujours pareil, cette différence de fréquence. On va dire qu'il y a beaucoup plus de côlon et un peu de rectum, mais de plus en plus jeunes. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a chez le jeune un retard au diagnostic, parce qu'on ne veut pas y croire en fait. On a 25 ans, quand on a 35 ans, et donc on dit il y a du sang dans les selles, c'est probablement des hémorroïdes, on ne veut pas y croire. Nous, médecins, les premiers, on ne veut pas y croire. Oui, bien sûr. Et alors qu'il faudrait un petit peu sensibiliser justement, c'est quoi les signes d'alerte? Qu'est-ce qu'il faudrait se dire en se disant ok, ça pourrait être des hémorroïdes, mais là c'est un peu plus quoi. C'est très compliqué parce que malheureusement déjà c'est une maladie un peu sournoise qui de base ne donne pas trop de symptômes. Ok. Mais pour le cancer donc, du côlon et du rectum, bien évidemment que les saignements, c'est un des symptômes qu'il faut absolument, en tout cas qui doit nous éveiller. Dans les saignements, la principale cause c'est les hémorroïdes. Et donc, bien évidemment que le plus probable, si vous avez du sang dans les selles, c'est pas forcément qu'il y a un cancer. Mais si c'est un saignement qui est un peu persistant, qui se mélange un peu avec les selles, où il n'y en a pas trop, et si ça passe pas, il faut quand même à un moment, il faut absolument aller consulter un gastro-entérologue, son médecin traitant, puis un gastro-entérologue, pour voir s'il y a lieu de faire une coloscopie. Ça, c'est primordial. L'amaigrissement, bien sûr, fait partie des signes. Et puis, il y a ce qu'on appelle les troubles du transit, c'est le fait d'avoir un peu d'éclair, le fait que ça se constipe, ça passe, d'avoir quelque chose qui bouche un peu. Mais malheureusement, ça se confond avec plein de maladies un peu courantes. Le côlon irritable, les gens sont un peu constipés, ça se bouge, ça se distend, et pour autant, il n'y a rien. Mais si vous avez des symptômes un peu comme ça inhabituels, c'est-à-dire qu'il y a une constipation qui s'est installée alors qu'il n'y avait pas, s'il y avait le ventre qui gonfle alors qu'il n'y avait pas, s'il y a des saignements qui perdurent alors qu'il n'y avait pas, il vaut mieux il faut consulter un médecin et voir s'il y a lieu de faire une coloscopie. Est-ce que le toucher rectal va te donner un toucher rectal, on le fait... L'argument où il faut passer à la recto. Non, parce que c'est parfaitement incomplet. C'est-à-dire que le toucher rectal, on a vraiment les 7 derniers centimètres, on va dire. Et donc, on va s'intéresser au bas rectum et au moyen rectum, mais il manque beaucoup de choses. Donc, c'est un examen qu'il faut faire, effectivement, éventuellement. On a tendance aujourd'hui à le réserver un petit peu... pour les gens qui ont soit des rectorragies dans l'examen proctologique, ou chez les gens chez qui on a diagnostiqué un cancer du rectum, plutôt pour apprécier la hauteur, apprécier la taille, etc. Okay. Mais ça ne va pas servir dans le dépistage. Il faut faire une colo ou pas, mais ce n'est pas le toucher rectal qui va empêcher de faire. Tu vas très rapidement vers l'examen de référence, quoi. Ce qu'il faut savoir, je te coupe, mais aux États-Unis, on commence ils font des dépistages de coloscopie à 45 ans. Ouais, j'allais venir, parce que tu sais qu'un peu mon truc, ça a été la prévention à un moment. Ouais. Donc, pourquoi aussitôt maintenant? Nous, c'est passé à partir de quel âge? Nous, c'est 50 ans, toujours. Nous, c'est 50 ans. Population générale. Je ne parle pas de facteur de antécédents, sans maladie génétique, etc. Donc, sans facteur de risque connu, c'est 50 ans. Et ça passe par le test de dépistage que l'on reçoit. C'est super agréable. Le jour de tes 50 ans, tu reçois dans la poste un petit test de dépistage qui te dit il faut aller, globalement, si je dois vulgariser les choses, étaler ses selles sur une feuille et on renvoie ça par la poste. Et donc, on va chercher des traces microscopiques de sang. Okay. Et s'il y en a, ça donne lieu à un test de dépistage. Il faut faire derrière une coloscopie. Et on est assez content de ce test en France. Il est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'il va trouver vraiment la moindre trace de sang et du coup permettre de faire une coloscopie adaptée. Malheureusement, il n'y a que 30% de la population qui le fait. Et donc, déjà, ça, c'est une première critique qu'on pourrait faire, c'est que alors, faut soit engueuler les patients, soit remettre en question notre test, mais il n'y a pas une adhésion incroyable de ce test. Pourquoi tu crois qu'il y a aussi peu de personnes? Parce que je pense que malgré tout, étaler ses selles sur un papier... C'est chiant à faire. C'est chiant, c'est peut-être un peu le terme. Et puis, je pense que... non, mais quand j'ai eu la chance, là, je suis allé me balader un moment dans le Périgord au mois d'octobre, et j'ai vu, il y avait tous les villages de Périgord qui étaient en octobre rose. C'était magnifique. Ouais. Ils ont réussi à faire dans le sein vraiment une prévention très forte et très diffuse
Nous, il y a Mars bleu, c'est très très inconnu. Je pense que le côlon et le rectum, ça reste un sujet un peu, on va dire, qui dégoûte, mais en tout cas qui est un petit peu moins facile à aborder que le sein, qui représente plein de choses dans la société. Et malgré tout, ça reste encore une fois le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, et le troisième chez l'homme, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, la méthode du test, ça reste quelque chose qu'on fait un peu tout seul et qu'on reporte en fait. Ouais. Voilà. Et l'autre chose, c'est l'âge. On le fait à 50 ans. Et aux États-Unis, on le fait à 45 ans. Il y a une très belle étude française qui a été faite par une équipe de la clinique de Bercy. C'est le docteur Carsanti qui a fait ça, qui s'intéressait de savoir si on pouvait... qu'est-ce qui se passe si on faisait des coloscopies plus jeunes. Et on arrive quand même il y a un certain nombre de diagnostics de polypes, de lésions précancéreuses, voire de cancer, qu'on va réussir à avoir plus tôt. Et donc, ce serait probablement intéressant, mais bon, il faut les sous, il faut pouvoir l'organiser. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans ces considérations-là. Ouais, donc il y aurait probablement un intérêt à se faire dépister plus tôt. Parce que aussi, un petit peu comme le cancer du sein, finalement, et c'est pour ça qu'il y a ces techniques de prévention, de dépistage qui existent, parce que c'est des cancers qui, la plupart, évoluent assez lentement finalement, au départ. Exactement. Non seulement ils évoluent lentement, et plus on va les avoir tôt, plus le traitement va être indolore, entre guillemets, mais moins à délabrant. La base, exactement, moins délabrant, c'est-à-dire qu'à la base, les lésions précancéreuses vont pouvoir se retirer sous coloscopie, par les voies naturelles. Même les petits cancers peuvent se retirer par coloscopie, et la chirurgie va s'adresser, pour le coup, qu'au cancer un petit peu avancé. Et puis avec de temps en temps la nécessité de faire de la chimio, de temps en temps, dans le rectum précisément, la nécessité de faire de la radiothérapie. Donc voilà, donc c'est pour ça que le dépistage a un intérêt bien évidemment fou, plus bien évidemment le pronostic, plus la maladie est prise tôt, plus elle a mieux le pronostic est. Ouais. Donc un des premiers messages, c'est se faire dépister. 50 ans, faites le test que vous allez recevoir. Exactement. Plus, on rajouterait un truc, les gens qui ont des facteurs de risque familiaux, peut-être qu'il faut discuter avec leur médecin généraliste pour les faire voir un peu plus tôt. Ça, c'est possible. Il faut aller voir un gastro-entérologue. Directement. Souvent, pour le coup, ils sont sensibilisés par les proches, et parce que ça fait partie de notre travail de dire, écoutez, il va falloir, là, on vous a diagnostiqué un cancer, une fois qu'on a traité les patients, on dit, il faut absolument que vous sensibilisiez. Complètement. Voilà. Les descendants, je sais la fratrie, etc. On a que des cancers côlons chez nous. Voilà. Je vais devoir y passer un moment, quoi. Faire la colo. C'est ça, mais j'attends mon anniversaire. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, c'est un examen, c'est un peu moins facile qu'une mammographie. Il y a plein de choses qui font que... Bien sûr. Mais voilà, il faut faire la préparation, c'est une anesthésie. L'anesthésiste, ouais, bien sûr. Néanmoins, faites-le. Néanmoins, quand tu retrouves pas grand-chose à la coloscopie, mine de rien, tu le fais pas tout le temps non plus. Très bon point. Une coloscopie strictement normale, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Exactement. Donc en fait, c'est quand même un truc chiant à faire, ok, mais finalement, on est un peu tranquille pendant un moment. Exactement. Donc c'est quand même un avantage. La mammographie, c'est tous les 2 ans, et aux États-Unis, c'est tous les ans. Ah ouais. Et ouais. Exactement, et ils font à partir de 40 ans. Ouais. Et nous aussi, mais ça y est, on a baissé l'âge. Ouais, mais parce que quand tu vois tous les cancers avant 40 ans, t'en as plein. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, on a parlé de désescalade thérapeutique, de traiter moins, traiter mieux, tout ça. Tu as commencé à aborder un petit peu les 3 types, on va dire, de traitements qui sont possibles. Tu m'as dit la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Est-ce que tu peux m'en dire plus exactement ? Alors, pour faire un tout petit historique du cancer du rectum, très facile et très rapide. À la base, cancer de mauvais pronostic parce que beaucoup de récidives locales. Okay. Années 80, un chirurgien magnifique qui s'appelle Bill Hild, anglais, dit « Mais écoutez, vous êtes marrant parce que vous avez 30% de récidives, moi j'en ai 7%. Je comprends pas. » Alors au début, le chirurgien dit « Ouais, c'est ça, tu nous caches les malades. » Mais non, Bill Hild, il opérait dans un plan où en fait il retirait vraiment tous les ganglions. Là où les autres chirurgiens européens et autres passaient dans un plan où malheureusement, sans s'en rendre compte, ils en laissaient un petit peu. Et donc, il y avait un taux très important de récidive locale. Donc, un vrai premier changement de paradigme, c'est la technique de Bill Hild, où il a décrit ce qu'on appelle le Holy Plane. Pour tous ceux qui font de la chirurgie du rectum, c'est connu. C'est ce qu'on appelle le mésorectum. C'est un plan où on va pouvoir justement l'extirper du sacrum, des nerfs, etc., en retirant tous les ganglions sans rien blesser. Et là, on va baisser déjà le taux de récidive locale à 7%. Et puis après, dans les années 90-2000, arrive la radiothérapie. Donc on va irradier les gens. Au début, ils le font après, puis après, ils se rendent compte que c'est mieux de le faire avant, pour encore diminuer ce taux en 3 à 5%.
Et voilà, et on en était là. Et donc, dans les années, on va dire 2000 jusqu'à 2020, le cancer du rectum, c'était très facile. Petit cancer, on opérait. Un peu plus gros cancer, on faisait de la radiothérapie, puis on opérait. Ok. Voilà. Et globalement, nos discussions... Petite question quand même pour Ouais. tout le monde. Quand t'opères un cancer du rectum, est-ce que tu finis automatiquement avec une poche? C'est quand même la Alors question. ça, c'est une très bonne question. Ah ouais. Aujourd'hui, souvent avec une poche temporaire, Ok. nous sommes en train d'essayer de réfléchir à... On fait probablement trop de poches. C'est-à-dire que là, c'est un autre sujet. Ouais, mais on quand fait même, trop tu vois, je suis effectivement, sûre... on fait des poches. Alors effectivement, ça fait partie de nos objectifs. C'est-à-dire que, premier objectif, qu'il n'y ait pas de poche définitive, si Ok. possible. Et deuxième objectif, c'est que si nous avons bien tout raccordé, qu'il n'y a pas de poche, que vous ayez une qualité de vie sympa et que vous puissiez retenir vos selles, etc. Parce que s'il y a une incontinence complète, il vaut mieux faire une Il vaut poche. mieux faire une poche. Et donc souvent, comme on va aller faire des coutures assez basses sur des tissus irradiés, on fait une poche, c'est-à-dire en plomberie. On a fait une soudure, on coupe l'arrivée d'eau, le Exactement. temps que ça cicatrise, et après on ferme la poche. Donc c'est des poches temporaires. Et on a évolué de deux façons. La première façon, c'était qu'avant, on attendait 2 mois avant de fermer la poche. Aujourd'hui, on essaie de faire des fermetures précoces, c'est-à-dire au bout d'une semaine, si tout va bien, dans certains cas, on va fermer la poche, ce qui permet aux patients, vraiment, lors d'une même hospitalisation, ils sortent sans poche. C'est quand même extra. Et la deuxième évolution, qui fait qui est en ce moment un essai en cours, c'est d'essayer de ne pas faire de poche systématique, c'est d'essayer de définir qui va avoir besoin de la poche et surtout qui ne va pas en avoir besoin. Globalement, on fait des poches que le risque de fuite quand on fait notre couture, il va de 10%, on va dire un peu en haut, à 20% en bas. Ok. Et quand on a un risque de 20% de fuite, c'est-à-dire un patient sur 5 de faire une infection qui peut être grave, et ben, on ne prend pas le risque. Et donc c'est pour ça qu'on fait la poche, qui nous permet d'avoir une fuite moins importante, ou voire de peut-être diminuer la fuite. Et ça, c'est toute personne confondue, ceux qui ont la radiothérapie et ceux qui ne l'ont pas eu, parce que j'imagine Alors, que c'est peut-être pas le même rectum quand même que Eh ben, t'opères. c'est étonnant, mais au début, donc, l'idée qui émerge et qui va aussi... C'était pas forcément une idée qui était abordée, moi, quand j'ai commencé mes études, parce que c'était un peu... on traite le cancer coûte que coûte, Ok. voilà. Et de plus en plus, bien évidemment, qu'on prend en considération les malades, enfin, en tout cas, on a toujours pris en considération les malades, mais tu vois, on va vraiment prendre en considération leur qualité de vie, d'essayer d'éviter au maximum, surtout avec des patients jeunes, la poche qui peut être traumatisante, etc. Et donc, clairement, même quand on a 20% de risque, on dit, je fais une poche, c'est logique, mais ça veut quand même dire que dans 80% des cas, on l'a faite pour rien. Ouais. Et donc ça, c'est un sujet forcément, surtout que la poche a ses petites complications à elle, et donc forcément, on va essayer de diminuer ça. Après, c'est à qui... Parce qu'il y a un côté roulette, on essaye d'éviter la poche. Alors, il y a eu un premier score, mais alors là, je vous donne... C'est absolument pas validé, c'est vraiment en cours, mais un des premiers scores, prenant en compte le fait que c'était mieux d'être une femme, c'était mieux de ne pas fumer, c'était mieux de ne pas avoir de diabète, c'était mieux d'avoir moins de 70 ans, je ne dis pas de bêtises, et c'était mieux de ne pas être obèse. Voilà, ça c'était les facteurs. Quand tout ça a été réuni, on pouvait se dire, là, je vais essayer de ne pas faire de poche. Et il n'y avait pas la radiothérapie. Là, il y a un nouveau score qui est sorti qui prend finalement en compte la radiothérapie. Ça veut dire que la radiothérapie, au début, finalement, on s'est questionné sur vraiment est-ce qu'elle pollue la cicatrisation. Ça a l'air d'être logique comme ça et on a envie de dire oui. Ça ne l'était pas forcément, mais finalement, c'est un score, ça rentre dans les critères péjoratifs. Ok. Alors, le fait d'être un homme ou d'être une femme, c'est un truc très important, c'est que les femmes ont un bassin plus large et donc la chirurgie est plus simple. Un homme a un bassin étroit et c'est beaucoup plus compliqué d'opérer un homme. Ça a des avantages finalement, tout ça. Complètement. Mais tu dois t'en rendre compte au bloc, une chirurgie du rectum chez la femme va en général beaucoup plus vite que chez l'homme. Chez l'homme, un homme obèse de surcroît, ça peut être une chirurgie vraiment extrêmement complexe. Vraiment, c'est du domaine de l'expertise parce que c'est très, 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 très difficile. Ok. Voilà. Parce que ça, c'était quand même intéressant. Ceux qui... désolé, c'était obligé de parler de poche sur des cancers rectales. Mais justement, on va y venir parce que c'est ça ce qui est très intéressant. Je vais reprendre le cours de ce que je disais, mais du coup, il y a eu la radiothérapie. Et donc, c'était ça. Et les discussions, finalement, en RCP, c'est là où on se retrouve pour présenter les dossiers à plusieurs, pour prendre les bonnes décisions. Finalement, c'était pas forcément intéressant. Petit cancer, j'opère. Gros cancer, je fais des rayons et j'opère après. Alors, il y avait un petit débat sur j'opère juste après les rayons, j'opère un mois après les rayons, mais c'était pas très intéressant. Et puis après l'opération, on se demandait s'il fallait faire de la chimio. Et globalement, on faisait un peu comme dans les colons. Quand le patient avait des ganglions touchés, on faisait de la chimiothérapie.
Et on a prouvé plus d'une fois que cette chimiothérapie ne changeait rien à l'histoire du patient. Alors c'était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on faisait de la chimio, mais ça servait à rien. Alors de temps en temps, quand le patient était un peu âgé, on se dit non, on fait pas de chimio, ça sert à rien, ça n'a prouvé aucun avantage. Et dès que le patient était un peu âgé, on se dit on va quand même faire de la chimio, on sait jamais. Mais globalement, cette chimio ne servait à rien. Et voilà, et c'était ça, jusqu'en 2018, 19, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Et puis là, patatras, changement complet d'histoire. Il y a quelqu'un qui a dit non, mais la chimio, je vais la faire avant. Et là, on change tout. Et là, ça change tout. Et ça devient vraiment très intéressant. Il y a plusieurs, du coup, écoles qui émergent. La française, on a dit, nous, on va faire la chimio, puis les rayons, puis la chirurgie. D'accord. Donc là, pour les cancers évolués. Pour les cancers localement avancés. Donc, c'est des cancers qui ont des ganglions atteints sur l'imagerie qu'on a fait avant. C'est des cancers un peu gros. C'est des cancers avancés. Et ça change. C'est la première fois qu'on change la survie des patients. C'est la première fois qu'on arrive, grâce à la chimio, à changer et la survie sans récidive et la survie globale. Et c'est vraiment des résultats fantastiques où on a changé les choses. Exactement. Juste le fait de la faire avant. Exactement. Et donc, ce qu'on appelle la chimiothérapie d'induction, on induit, puis on fait la radiochimiothérapie, puis on fait la chirurgie. Et ces 3 traitements, aujourd'hui, ça s'appelle le protocole Prodige. Et quand on a le protocole Prodige, on a aujourd'hui le meilleur traitement du cancer du rectum qui existe. Voilà. Ça, c'est en France, on fait ça ? C'est en France, et du coup, comme on a battu tous les autres, je pense que tous les autres doivent accepter de le faire. C'est nous qui avons les meilleurs résultats. Incroyable. Aux États-Unis, ils avaient fait un autre protocole où ils faisaient les rayons, puis la chimio, puis la chirurgie. D'accord. Qui donne des très bons résultats aussi, mais moins bons que nous. Tant pis, désolé les gars. et voilà. Mais d'autres informations. Est-ce qu'on l'explique ou pas ? Est-ce que tu l'expliques ? Je sais pas, instinctivement... C'est assez compliqué parce que tout de suite, on va essayer de regarder qui avait les malades les plus graves. Et donc, on essaie de voir si nos groupes étaient comparables. Ouais, bien sûr. Ils étaient comparables et ils avaient des très très bons résultats aux États-Unis quand même sur ce qu'on appelle la réponse complète. Alors là, on va aborder un sujet, mais donc ça suit le cours. On s'accroche. Et donc, l'idée, c'est qu'en faisant ça, non seulement on a une meilleure survie, etc., mais il y a un certain pourcentage de malades où il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maladie. Plus rien du tout. Tu veux dire plus rien Plus de cellules cancéreuses. Quand j'ai retiré la pièce, j'ai retiré le rectum. Je le sais un peu avant, mais surtout, c'est confirmé au microscope. Et là, forcément, on se dit, mais est-ce que j'aurais dû l'opérer, ce malade Voilà. Et donc ça, pour le coup, c'est une idée qui est venue d'un chirurgien brésilien. On voyage. Dès 2010-2011, donc avant la chimiothérapie, etc., qui commençait à dire, moi, mes patients, quand je sens plus la lésion, c'était à peu près dans 15% des cas, on va dire, je ne l'opère pas et je le surveille de très très près. Elle s'appelle Abrugama et elle a fait énormément de publications, elle est connue dans le monde entier pour avoir été celle un peu qui a initié la conservation du rectum dans le traitement du cancer du rectum. Et ça, pour le coup, c'est un vrai changement pour les patients. Incroyable. C'est un vrai changement de paradigme où on va réussir à ne pas vous opérer. C'est quand même extra. Mais au début, nous, on pêchait parce qu'on essayait de refaire les résultats de notre ami brésilien et c'était impossible. Notre ami IE, c'était une femme. Et impossible. On a fait plusieurs études, etc. Donc on était un peu... Voilà, mais elle dit... Chafouin. Ouais, on était un peu chafouin. Est-ce qu'on avait vraiment les bonnes données ? Et elle a continué, elle a insisté jusqu'à avoir une belle cohorte, c'est-à-dire un nombre de patients vraiment très important chez qui elle avait pu ne pas faire l'opération, au prix d'une surveillance de très 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 près. Et cette histoire finalement de chimiothérapie, etc., va augmenter le taux de réponse complète de manière assez importante et va nous re-questionner encore plus sur le fait qu'on arrive à faire de la conservation d'organes. Et donc, du coup, ce protocole Prodige, par exemple, vraiment nous donne des résultats assez importants. Et donc, on se doit aujourd'hui de savoir si on doit opérer le malade ou pas. Voilà. Et là, du coup, c'est le début de ce dont on doit parler, après 20 minutes, c'est la désescalade, c'est-à-dire que est-ce que ce patient, je dois lui faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie et l'opération. Donc ça va vraiment être les patients qui ont une lésion avancée. Ouais. Si la lésion est petite, est-ce que je lui ferai pas juste un peu de chimiothérapie, de la radiothérapie et pas d'opération ? Est-ce que je peux me passer de l'opérer ? Voilà, et surveiller. Premier mouvement. Et ça y est, c'est en place. Enfin, ça existe déjà. Il y a eu plusieurs études, 2 études randomisées françaises qui nous permettent dans un certain nombre de cas très particuliers, donc c'est des tumeurs de moins de 4 cm, il y a 1 ou 2 ganglions atteints, mais il n'y en a pas partout. Il y a certains critères comme ça, où on va pouvoir faire
soit la radiochimiothérapie seule, soit chimio plus radiochimiothérapie, et ne pas opérer le patient. Ok. Et ça, on va réussir à ne pas l'opérer dans à peu près 50% des cas. Et c'est fou ça, parce qu'on a quand même tendance à se dire, pour un cancer, désolé, c'est toujours un peu comme ça, quand on opère, c'est bien, on a tout retiré. Non, il y a un peu ce truc, non Complètement. Genre pour nous, tu passes au bloc, facteur de bon pronostic, entre guillemets, ça veut dire que c'est bien, on va te retirer, basta. Et là, en fait, c'est un petit peu contre-intuitif à la base. Là, l'histoire, c'est que là où ils ont changé, et c'est super intelligent, c'est-à-dire qu'au début, on faisait les rayons pour les tumeurs avancées, mais on s'est dit, en fait, je vais les faire même pour les petites tumeurs, je vais probablement avoir plus de réponses complètes, ce qui est le cas. On est passé de 15-20% à 50%. Et les réponses complètes, je ne vais pas les opérer et je vais les surveiller de très près. Et là, on a des super résultats. C'est le Grécard qui a fait ça avec ses travaux de Bordeaux principalement. Et ils ont fait 2 études, donc savoir la radiochimiothérapie, puis la chimiothérapie plus radiochimiothérapie, savoir si ça avait un intérêt. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut faire de la conservation d'organes dans le rectum et c'est extraordinaire pour le patient. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est que le patient à qui on a dit on va peut-être essayer de conserver votre organe et finalement on ne peut pas, le patient n'accepte pas forcément qu'on l'opère au final parce qu'il était parti sur une conservation d'organes. Donc là, il faut vraiment sensibiliser son patient sur le fait qu'on va le faire si on peut, si on est en totale sécurité, mais que si on n'est pas en totale sécurité, malheureusement, il va falloir retirer l'organe. Ouais, il faut lui dire dès le départ, finalement. Exactement. Ouais. Et dans cette histoire, et là, on va rejoindre ce que tu disais, de conservation d'organes, du coup, les Américains, ils se sont dit, mais nous, on va faire ça même pour les très grosses tumeurs. Et c'est une étude qui s'appelle OPRA, où là, ils ont dit, nous, on va faire chimiothérapie, radiochimiothérapie, ou radiochimiothérapie, chimiothérapie, ils ont fait 2 groupes, peu importe. Et celui qui répond complètement, peu importe le stade initial, on n'opère pas. On n'opère pas. On fait ce qu'on appelle du watch and wait. Je regarde et j'attends. Ok. Et ils ont apporté des super résultats, pareil que Prodige. On était hyper vexés. Ouais, c'est-à-dire que c'était genre un peu vous les premiers, quoi. Et nous, on a opéré tout le monde. Et eux, ils disent, non, nous, on n'opère pas tout le monde, on a les mêmes résultats. Ouais. Sauf que c'était un peu vous qui avez commencé le truc. Et en fait, là où ils n'ont pas complètement raison, et là où on rejoint ce que tu dis, c'est que le groupe qui a très bien répondu, le groupe qui est en réponse complète, ce groupe-là, quand on l'opère, quand il est opéré, il est guéri globalement. Il est guéri. Dans 95% des cas, il est guéri. C'est-à-dire qu'un malade qui est en réponse complète opéré, il est guéri dans 95% des cas. Et chez eux, je parle vraiment des lésions avancées. Chez eux, les gens qui ont des lésions avancées, qui ont eu le traitement et qui ont surveillé, dans 30% des cas, il y a une repousse. Il récidive. Et là, la récidive, attention, c'est pas la même histoire. C'est une chirurgie qui va être plus délabrante, on ne sait pas où ça va se récidiver. Tu ne peux plus refaire de la radiothérapie. Tu ne peux plus faire de la radiothérapie, c'est de la chirurgie forcément, c'est de la chirurgie avec un taux de poche définitif à plus de 50%. En fait, ce qu'on appelle une chirurgie de rattrapage, et le mot rattrapage avec chirurgie, ça ne fonctionne pas ensemble, ça ne va pas ensemble. Et donc en fait, en tout cas en France, aujourd'hui, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à réfléchir avant même d'avoir commencé le traitement, à ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si on va proposer une conservation, lui c'est un bon candidat, je lui propose un traitement en vue d'une conservation et on croise les doigts. Lui, il a une lésion trop avancée, même s'il répond complètement, je vais avoir il faut quand même aller jusqu'au bout. Voilà. Alors après, le patient de 90 ans, on va peut-être dire on tente, j'en sais rien, au patient qui est très 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 à risque de chirurgie. Il récidivait ou c'est quoi? C'est souvent à 5 ans, les 30%? 30%, c'est dans les 3 premières années. Ah ouais, quand même, dans les 3 premières années. Et encore une fois, c'est malheureusement, la récidive, c'est pas pareil que quand il n'y a plus de lésions. Quand il n'y a plus de lésions, pour le chirurgien, c'est extraordinaire. Enfin, on fait l'opération, on passe loin de tout. De toute façon, il n'y a plus de lésions. On a des marges saines. Quand c'est une récidive, malheureusement... Et puis comme je vous ai dit, l'organe est coincé au milieu de plein de choses. Si ça envahit les nerfs sacrés, si ça envahit les os, si ça envahit le vagin en avant, si ça envahit la prostate, là on tombe sur des chirurgies majeures, hyper délabrantes. Et ça c'est du coup une perte de chance. On a raté la chance de l'opérer avec qu'il ait la chance d'avoir 95% de survie. On était au top en fait. C'était l'excellent candidat et on a raté le coche. Et donc aujourd'hui, les lésions avancées... Il faut quand même les opérer. Exactement, radiochimio, etc. Et le dernier message de grand espoir qu'il faut absolument donner aux patients, et là on a encore une autre gamme de traitements dont on n'a pas parlé, c'est l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, on s'est aperçu que dans un sous-groupe des cancers du côlon et du rectum, ce qu'on appelle les cancers MSI, on travaille beaucoup en études de médecine, donc c'est une mutation
Alors pour que les patients comprennent, c'est une mutation sympathique. Ça existe. Juste avant de commencer, la Ouais. différence entre la chimiothérapie et l'immunothérapie, c'est quoi? Alors chimiothérapie, immunothérapie, c'est très simple. La chimiothérapie, c'est un traitement qui va essayer de diminuer la réplication des cellules, Exactement. voire tuer les cellules. Effet secondaire, c'est qu'elle va jouer sur les cellules cancéreuses, mais d'autres cellules qui se répliquent. Typiquement les cheveux, ça se réplique tout le temps, du coup elles ne se répliquent plus, du coup les cheveux tombent. Les cellules, des globules rouges, des globules blancs, etc. Et donc ça va être surtout ça, on va dire, les effets secondaires d'une chimiothérapie. Je fais vraiment dans les grandes lignes. Ah ouais, mais c'est... L'immunothérapie, c'est très différent. On va éduquer vos globules blancs à aller tuer le cancer. Donc globalement, on va dire la carte d'identité, comme dans les westerns, Wanted, lui, là, cette cellule-là, tu me la tues. C'est ça, on va Utilisez pousser votre le propre système immunitaire. Voilà, Alors, d'où l'immunothérapie. Quand ça marche, c'est extraordinaire. Effet secondaire, la cellule se trompe. Et donc, elle pense que la thyroïde, c'est le cancer, plus de thyroïde. Et on a des effets secondaires qui sont nettement moins importants, mais qui peuvent être sévères aussi, parce que ça peut attaquer les poumons, ça peut attaquer la thyroïde, ça peut attaquer d'autres choses comme ça. C'est dans des taux nettement moins importants, mais ça peut être grave. Mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'une immunothérapie qui marche, quand votre corps a décidé de détruire quelque chose, il le détruit, et il le détruit complètement. Et du coup, chez nous, on attendait notre immunothérapie avec beaucoup d'impatience, qu'il y en a eu dans le mélanome, il y en a eu dans le sein, il y a eu dans le poumon, des belles avancées. Et donc on a un sous-groupe de patients qui ont une mutation en eux et qui répondent extrêmement bien à l'immunothérapie. Mais quand je dis extrêmement bien, c'est fou. Et ça, tu l'as fait quand, du coup, l'immunothérapie? Et donc, on va dépister aujourd'hui tout cancer du côlon, on va tout de suite, et du rectum, on va tout de suite chercher s'il y a cette mutation. On va la trouver sur les biopsies, on va pouvoir faire une sorte, un screening, un dépistage pour voir s'il y a une mutation qui se cache. Et du coup, tu l'as fait en même temps que la chimiothérapie, tout départ, non, après? Pas du tout. Pas du tout. Oh, j'ai rien compris. Tu fais ta colo, tu trouves un cancer, tu fais ta biopsie, et là, tout de suite, nous, on va chercher s'il y a cette mutation. Ouais, ça, ok. S'il y a cette mutation, alors là, on va dire champagne. Non, on va pas dire champagne, on va dire c'est extra, parce qu'il n'y aura pas de chimio, il n'y aura pas de rayon, il n'y aura probablement pas de chirurgie. Tu vas faire que de l'immunothérapie. Ah oui, à ce point? Et on va te laisser tranquille. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà où on en est. Alors on en est avec aujourd'hui, dans le rectum, ça va être un peu comme ça. On fait encore des études, là, on lance une étude, savoir s'il faut quand même faire un peu de rayon, mais globalement, il y a eu plusieurs papiers sur un petit nombre de malades, parce que c'est 8% des cancers à peu près dans le rectum, ceux qui ont la mutation. Donc c'est quand même rare, malheureusement. Ça va toucher 10 à 15% des côlons, et voilà, plutôt 7 à 10% des rectums. Donc ça reste rare, mais quand elle est là, extraordinaire, parce que c'est une thérapie qui va tout nettoyer, et comme la chirurgie du rectum peut être une chirurgie délabrante, là, si on est en réponse complète sous immunothérapie, on va avoir tendance à ne pas retirer le rectum. Vraiment, je dis ça un peu sous couvert que les grands essais ne sont pas encore publiés, mais c'est notre tendance d'essayer d'être le plus conservateur possible chez les MSI. Ouais, on parle d'innovation, il faut aller jusqu'au bout du truc, bien sûr. Et dans le cancer du côlon, il y a une étude qui est lancée qui s'appelle Prémisse, où on va justement randomiser les patients. Donc dans le côlon, on est moins délabrant et on va randomiser sur que immunothérapie ou immunothérapie plus chirurgie. Ok. Voilà. Est-ce que, je sais pas, comme je te disais instinctivement, on a envie de dire que la chimiothérapie avant la chirurgie, ça a du sens parce que parfois on a quand même l'impression que quand on opère, on va toucher le cancer automatiquement et qu'il y a un peu des cellules cancéreuses qui partent en fait automatiquement et on se dit ah bah ces cellules cancéreuses elles partent dans la circulation et probablement peut-être sait-on jamais ça peut récidiver. Le fait de cleaner un truc tout propre, on se dit oh là là vous faites une chirurgie hyper saine, finalement vous allez beaucoup moins trifouiller le cancer puisque finalement parfois vous en retrouvez même pas et donc c'est un truc un peu ça. Moi en fait c'est ce que je me dis comme ça instinctivement parce que tu sais nous on avait ces études avec le cell saver, ces genres de trucs. Est-ce que on peut utiliser cette machine, c'est une machine du coup qui va dans les chirurgies qui saignent, on va reprendre le sang du patient et on va dire pseudo l'assainir, le filtrer et on va pouvoir lui réinjecter son propre sang pour éviter les transfusions, tout ça. Et dans le cancer, on se demandait mais est-ce qu'on réinjecte les cellules cancéreuses? En gros, c'est ça, parce que nous, c'était le problème et on se disait... C'est interdit. Et c'était interdit. Et en même temps, de transfuser, en fait, ça avait une diminution d'immunité et il y avait plus de risque de cancer. Donc en fait, c'était un peu ce truc-là. Mais on réfléchissait à finalement... est-ce que le cell saver c'était possible dans le cancer? Finalement, on en fait du cell saver dans le cancer parce qu'on se rend compte que
les cellules cancéreuses qui sont en fait un petit peu déployées pendant qu'on opère sont pas plus importantes que nous, celles qu'on pseudo-réinjecte et qui sont en partie filtrées par notre truc. Exactement, ouais, c'est ça. Donc finalement, je me dis, le fait de faire la chimiothérapie avant, t'as quelque chose d'encore plus sain. Je sais pas, ça c'est dans l'idée comme ça, tu te dis, complètement, pourquoi pas. C'est vraiment ce vers quoi on travaille, mais on n'arrive pas toujours à prouver ce qu'on trouve logique. Non. Alors, dans le rectum, il y a plusieurs choses. En fait, le fait de faire ce qu'on appelle un traitement séquentiel, c'est-à-dire qu'on va taper d'abord sur le cancer avec la chimio, puis on arrive avec les rayons. En fait, que les cellules aient déjà pris un bain de chimio et que derrière les rayons, en fait, ça potentialise quelque part. Les rayons marchent encore mieux. Et dans ce qui est intéressant chez les Américains, c'est le fait de faire dans l'autre sens, les rayons puis la chimio. On a l'impression aussi que pour les gros cancers, peut-être que ça marche encore mieux. Donc c'est vraiment le fait plutôt de changer d'arme et de mettre toujours une pression qui potentialise le truc. Et clairement, en tout cas, pour ce qui est du rectum, la chimiothérapie avant, ça a transformé les choses. Et nous, justement, le rectum est un organe qui est très coincé, où il ne faut pas s'approcher, il faut vraiment passer le plus loin possible, et ça se joue au millimètre. Le plus on a fait réduire la maladie, le mieux c'est pour le patient et pour le chirurgien. En fait, on va souvent ensemble d'ailleurs. Et pour le côlon, à l'inverse, on n'arrive pas à prouver ça. Et il y a plusieurs études françaises et même internationales qui ont essayé de se dire, pour les cancers du côlon un peu avancés, pour les cancers en occlusion, qui arrivent un peu en urgence, on ne va pas se jeter dessus, on va faire d'abord de la chimiothérapie, et on pourra les opérer tranquillement après, dans de bonnes conditions, etc. Et on a des petits arguments pour dire que c'est mieux, mais en fait, il n'y a aucune traduction sur la survie, etc. Pour l'instant, après, on progresse, et peut-être qu'on va trouver les bons candidats, mais un peu comme pour le rectum, où on faisait de la chimiothérapie après en pensant que ça faisait quelque chose, mais en fait, ça faisait strictement rien. On le savait, on continuait. Et là, aujourd'hui, on se réserve effectivement, dans certains cas, dans le côlon, quand vraiment c'est des grosses tumeurs, si on peut, on fait un peu de chimiothérapie avant, mais souvent, le traitement de référence reste la chirurgie d'emblée. Mais c'était couillu quand même de se dire, la chimiothérapie finalement marche pas après. On peut se dire, enlevons la chimiothérapie du traitement du cancer. Enfin, ça aurait pu être, l'évolution du truc. Et en fait, le couillu, il s'est dit, non, on va quand même mettre de la chimiothérapie et on va même la mettre avant. Ouais, exactement. Et là, il y a... Parce qu'on n'a pas parlé de toutes les désescalades, ça me fait penser que j'ai quand même oublié un grand pan. Mais, donc on a dit, on se passe de la chirurgie, okay, mais là, on est sur un super truc qui nous arrange beaucoup plus, les chirurgiens, c'est qu'on veut se passer de la radiothérapie. Et en fait, pourquoi on veut se passer de la radiothérapie ? C'est qu'on se dit, si je sais que je vais opérer le malade, si je sais que je vais l'opérer, est-ce que vraiment il faut faire les rayons ? Et du coup, typiquement, chez la femme jeune, où on sait, admettons, qu'il y a des séquelles sur la fonction sexuelle assez importantes, je ne parle même pas de la fertilité, etc., et c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est des questions, en plus, ce qui devient vraiment passionnant, c'est des questions qu'on va se poser, nous, entre médecins pour le dossier, mais qu'il faut se poser avec la patiente. Voilà, qu'est-ce qu'on va privilégier et voilà, comment vous voyez-vous vos priorités ? Parce que du coup, chirurgie, tu en as un peu parlé, finalement, les effets secondaires, le fait d'être plus ou moins continent, c'est une possibilité, le fait d'avoir une poche, c'est une possibilité, tout ça, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter au maximum l'opération si c'est possible. Maintenant, la radiothérapie, finalement, ça a des effets secondaires aussi. Complètement. Et comme un peu tout, c'est-à-dire que après, c'est l'évolution de notre médecine, mais au début, vraiment, on était très concentré sur les résultats cancérologiques et ça. Bien évidemment que ça reste un objectif primaire, mais de plus en plus, en chirurgie, on commence à s'intéresser aux résultats fonctionnels et comment progresser sur ce qu'on appelle le Lars syndrome, c'est vraiment le fait d'avoir, quand on a été opéré du rectum, quelles séquelles on entraîne. Et donc dans la radiothérapie, ça suit la même histoire. On s'est beaucoup focalisé sur comment on fait les rayons, quelles doses on fait, quand on les fait, etc. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir, de calculer, d'évaluer quelles sont les séquelles que l'on va entraîner. Et donc la radiothérapie, je parle particulièrement chez la femme parce qu'en fait, les rayons traversent le vagin pour arriver au rectum. Et ça entraîne, alors, pas du tout du systématique, mais dans un certain pourcentage de cas, des effets importants, des sécheresses vaginales, des douleurs à l'acte sexuel, des choses comme ça, et voire même l'impossibilité de pouvoir avoir des actes sexuels après à long terme. Et donc forcément, on doit absolument aujourd'hui aborder ces questions-là. Et de plus en plus, nous, avec nos patients, ce qu'on fait, c'est qu'on va, quand on a la possibilité de faire différents traitements, on va essayer de faire en sorte que le patient voit l'oncologue pour la chimiothérapie, le radiothérapeute, le chirurgien,
Et après, on va un petit peu tous lui exposer les avantages et les inconvénients et essayer d'adapter au mieux le traitement. Okay. Et donc, en tout cas, quand on sait qu'on va opérer le patient, aujourd'hui, on a une étude qui s'appelle Prospect, qui a montré que dans un certain cas, toujours pareil, on peut faire de la chimiothérapie, une opération, et que c'est tout aussi bien que si on a fait la chimio, les rayons et l'opération. Ouais, parce que finalement, tu vas peut-être avoir les effets secondaires de l'opération, mais au moins, tu évites les effets secondaires de la radiothérapie. Exactement, et sachant qu'ils se potentialisent. C'est-à-dire que les rayons, en fait, ça brûle le vagin, ça brûle les nerfs du pelvis, qui servent à la fonction urinaire, etc. Et le fait que le chirurgien repasse en plus derrière, ça fait 2 fois, en fait, une agression, et donc on se potentialise. Donc il faut qu'on essaie de plus en plus de nous séparer. Même si ça marche bien pour le cancer, on essaie de nous séparer pour les séquelles sexuelles, urinaires, génitales, etc., etc. Et donc, dans 10 ans, on va se retrouver avec quoi un traitement super personnalisé en disant, toi, tu vas avoir chimiothérapie et chirurgie, toi, tu vas avoir exactement en fonction de plein de catégories, finalement, c'est ça l'idée ? C'est ce vers quoi on se rapproche, et c'est ce qui rend notre métier passionnant. C'est qu'aujourd'hui, on dit souvent, on ne parle pas du cancer colorectal, mais des cancers colorectaux, c'est-à-dire que chacun son cancer, et de plus en plus, on commence à découvrir que ce récepteur donne droit à ce traitement qui marche super bien. Et nous, on se questionnait avant, on ne comprenait pas pourquoi ce malade-là, tout allait bien, puis l'autre, il avait la même maladie, la même opération, c'était la catastrophe, il y avait des récidives, des métastases, etc. Et en fait, on commence de plus en plus, et on se perfectionne chaque année, grâce à nos chercheurs, de découvrir qu'il y a des facteurs de bon ou de mauvais pronostic. Je pense très franchement que l'avenir va être de se passer toujours de la chirurgie, parce qu'on reste malheureusement une agression, on est les plus délabrants, et je suis pratiquement sûr que dans 100 ou 200 ans, mes arrière-petits-enfants me disent « Mais attendez, il ouvrait les gens comme ça ?» Horrible. Oh mon Dieu. Pas possible. Alors je précise qu'on n'ouvre plus trop les gens, aujourd'hui on fait des petits trous, on travaille avec un robot, mais malgré tout, ça reste, on transperce le corps, et que demain, de plus en plus, on essaiera de se passer de ça. Et j'espère que la médecine va évoluer là-dedans. Et il y aura de moins en moins de chirurgie, je pense, pour ça, parce que les traitements vont progresser. Donc si tu devais changer ou créer quelque chose pour le cancer rectal, tu déciderais d'enlever la chirurgie pour un chirurgien. Je trouve que c'est passionnant. Non, en fait... Non, mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est passionnant. Après, demain, est-ce que je parle vraiment... Je pense que la médecine progresse tellement, et là, avec probablement l'IA, etc., on va encore accélérer dans la découverte de récepteurs, de traitements, etc., qu'on va arriver un jour, effectivement, peut-être que je suis candide ou trop optimiste, mais sur le c'est fait qu'on l'idée. puisse traiter les maladies de plus en plus par des médicaments, et peut-être même, si je vais aller jusqu'au bout, il n'y aura plus de rayons, puis peut-être qu'il n'y aura même plus de perfusion, et qu'on prendra un médicament par la bouche, et on se traitera comme ça. Alors, on aura d'autres maladies d'ici là qui vont arriver aussi, mais voilà, je pense qu'à la place de la chirurgie, en tout cas, dans l'arsenal, sera toujours un peu le premier qu'on remet en question, parce qu'on représente les séquelles, on représente une agression physique, et que dès qu'un patient a le choix, il va forcément ou très souvent essayer de se passer de la chirurgie, c'est bien normal. Voilà, moi j'ai choisi ce métier parce ce métier s'est transformé. Encore une fois, on est passé d'ouverture de 40 cm avec des sondes partout à des instruments quasiment microscopiques, on est de plus en plus précis, et de moins en moins visible, c'est-à-dire que vous sortez du bloc, il y a vraiment des petits pansements, on se demande ce qui s'est passé, il y a une très grosse opération. Mais on reste dans ces chirurgies lourdes qui sont le cancer du rectum, le cancer du pancréas, des choses comme ça, le cancer de l'œsophage, des chirurgies quand même assez délabrantes et qui entraînent des séquelles, il faut pas se mentir. Et ça, dès qu'on pourra s'en passer, et ce sera un bien pour le patient, bien sûr. On s'en passera, et ce sera super. J'essaie toujours de finir ce podcast vers, l'innovation, un peu de qu'est-ce qui va se passer. On a fait plein de trucs. Là, on a un peu... ok, donc toi, innovation, ça serait finalement, on évite au maximum la chirurgie et la radiothérapie. Exactement, et que ça va passer innovation, je parle dans longtemps, je pense pas que je vais peut-être pas connaître ça, ou peut-être connaître les débuts de ça, mais je pense que la chirurgie... Sinon, tu seras au chômage. Voilà. Après, la chirurgie se transforme, c'est-à-dire qu'on est passé en cellio, puis là on est en robot, puis on commence à faire de la chirurgie par coloscopie. Donc ça va être ça aussi. La suite, moi je pense, pour ma spécialité précisément de chirurgien, c'est de faire des chirurgies de plus en plus par les voies naturelles, de pouvoir peut-être retirer des cancers plus importants par fibroscopie, par coloscopie. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Exactement, maintenant il y a des petits bras qui se déploient et on peut faire des opérations de plus en plus poussées. Et puis il y a aussi, admettons, on utilise de plus en plus des fluorophores, des petites choses qui vont aller dans les ganglions.
Et on va pouvoir peut-être retirer que le ganglion et laisser l'organe pour avoir des idées folles comme ça, et de plus en plus pour être préservateur. Mais c'est toujours par des idées folles, comme se décider de faire de la chimiothérapie alors qu'a priori ça ne servait à rien. Exactement. Que finalement il y a le cours des choses. Bah ouais, exactement, que finalement on va faire que de la chimiothérapie, il n'y aura plus de radiothérapie ni de chirurgie. Et ben c'est par ça qu'on va finir ce podcast. Un beau mot de la fin. Exactement. Les collègues chirurgiens vont me détester. On s'entend tous au chômage, oui, les gars. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est ça, les gens intelligents, de se dire que. Progresse pour le malade. Donc, tu retrouveras mon métier, on fait plein d'autres choses aussi, donc c'est comme ça. Les choses évoluent, c'est dans l'air du temps. Ouais, et puis bon, dans 100 ans, Arnaud. Je serai plus au black, tu crois? Bah, je sais pas. Je suis pas si sûre, mais moi non plus. Peut-être qu'on m'emmènera sur une chaise roulante voir comment ça se passe. Peut-être. Bon, en tout cas, le mot de la fin, c'est effectivement chimiothérapie par la bouche. Chimiothérapie. Plus de maladie. Plus de maladie, exactement. Non, mot de la fin, c'est prévention, on est d'accord. Ouais. Finalement, c'est pas tous les ans, c'est tous les 5 ans quand il se passe rien. Donc allez-y, ça serait quand même un peu con de s'en passer. Et surtout que maintenant, ça évolue. Plus c'est tôt, moins c'est délabrant. Donc il faut quand même vraiment avoir ça en tête. Et voilà. Et même si c'est un peu plus tard, on essaie d'être moins délabrant, donc allez-y quand même. Finalement, exactement. Il faut y aller. Arnaud, je te remercie d'être venu discuter de ce sujet passionnant. Et écoute, qui sait, peut-être qu'on se refera un autre podcast sur un autre sujet. Tout ça pour dire qu'on arrêtera la chirurgie et l'anesthésie, parce que bon, tu sais, ça va te perdre. T'as plus de boulot, j'en ai plus non plus. Donc on fera autre chose. Des dîners et des podcasts, comme ça sera bien. Exactement. Merci à toi. Ça marche, salut.